Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Appel à la décrispation et au retour à la confiance. C'est ce qu'il faudra retenir du point de presse des membres du gouvernement cet après-midi face aux journalistes. Ils ont fait le point sur la situation politique dans notre pays, une crise qui ne se résoudra que par le dialogue. Vous les écouterez dans cette édition. Et puis le projet régional d'électrification piloté par la CEDEAO était au cœur d'une rencontre organisée ce jeudi à Lomé. Une occasion de faire découvrir encore plus cette initiative qui vise à accroître l'accès à l'électricité durable à tous dans l'espace CEDEAO. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Des membres du gouvernement étaient face aux journalistes cet après-midi à la primature pour un point de presse. Les conséquences de l'actuelle crise socio-politique sur la paix et les activités économiques, les mesures de décrispation et d'apaisement prises par le gouvernement et la nécessité d'un dialogue national entre les acteurs de la crise étaient au menu des échanges. Des précisions dans ce reportage de Honoré Mandjro. La crise politique que vit actuellement le Togo a été au cœur de cette rencontre des membres du gouvernement avec la presse. Le gouvernement a fait l'exposé du contexte sociopolitique de la crise, les mesures d'apaisement et de décrispation prises en vue de favoriser le dialogue et l'imminence de la tenue d'un dialogue national. Le climat de contestation et de tension que le Togo connaît depuis le 19 août 2017 a des répercussions néfastes sur la paix et la stabilité dans notre pays. Cette situation a un impact négatif sur les activités économiques et constitue une véritable source d'inquiétude et de préoccupation pour la population qui n'en perçoit pas la finalité politique et sociale. Face à cette situation, le gouvernement a affiché une constante volonté d'ouverture et d'apaisement et a adopté le 5 septembre 2017 un projet de révision constitutionnelle consacrant pour l'essentiel la limitation des mandats électifs, en particulier le mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois et l'instauration du scrutin majoritaire à 2 tours pour l'élection du président de la République. Le président de la République et le gouvernement demeurent constamment à l'écoute de leurs concitoyens et restent soucieux de préserver la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Ils sont fermement attachés au dialogue pour surmonter les incompréhensions et rechercher des solutions crédibles, viables et durables à la situation que notre pays traverse. C'est dans cet esprit que le gouvernement a accentué depuis le 6 novembre 2017 les mesures d'apaisement et de décrispation afin de créer une atmosphère de confiance et de sérénité et a réitéré son appel pour un dialogue sincère. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour permettre le démarrage effectif du dialogue politique. Et nous en sommes convaincus, la confiance et la décrispation ne pourraient que s'affermir lorsque les acteurs politiques se retrouveront autour d'une table pour débattre des véritables projets et programmes politiques et aussi pour rechercher des solutions communes et viables au bon fonctionnement de notre démocratie. C'est pourquoi le gouvernement lance un appel patriotique à tous les acteurs politiques et de la société civile et aux autorités religieuses et traditionnelles, afin que chacun contribue aux efforts d'apaisement et de décrispation en cours. Face donc à la presse, les membres du gouvernement ont répondu aux préoccupations soulevées par les journalistes. Ces préoccupations vont de la date de l'ouverture du dialogue, de la tenue du référendum, l'encadrement des manifestations par les forces de l'ordre et de sécurité, au préalable que pose l'opposition avant l'ouverture du dialogue. Et vous suivrez l'intégralité de ce point de presse des membres du gouvernement à la fin de cette édition.
Le Centre pour les énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEDEAO et la Banque mondiale, en collaboration avec le ministère des Mines et de l'Énergie du Togo, étaient ce matin en une réunion de sensibilisation et de partage d'informations sur le projet régional d'électrification hors réseau avec les acteurs de la CEDEAO. L'objectif de cette rencontre, ou bien l'objectif du projet, est d'accroître l'accès aux services d'électricité durable dans la zone de la CEDEAO. De quoi a-t-il été question véritablement? La réponse avec Sandra Aziabi et Medina Bacha. 14,5 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, surtout dans les zones rurales. Plus qu'un besoin, l'énergie reste une nécessité à la réduction de la pauvreté et au développement durable. C'est donc pour relever le défi que le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, avec l'appui de la Banque mondiale, a initié le projet régional d'électrification hors réseau. Il s'agit de promouvoir le système solaire autonome pour faciliter l'accès à l'électricité à tous. Bon, maintenant on est en phase de préparation. L'idée est que ce mois de juillet, le projet sera clôturé. Alors maintenant on est en train de préparer le projet et comprendre le secteur du pays. Mais l'apport va consister à avoir une bonne connaissance du marché solaire au pays pour pouvoir donner information aux entrepreneurs, de mettre en place des mécanismes financiers à travers des banques commerciales pour que les entreprises puissent avoir accès au financement, et aussi appuyer un peu le développement de la campagne de communication pour que la population rurale puisse comprendre que ces produits solaires sont une alternative aux ressources actuelles d'énergie à partir de la bougie pour le kérosène. Ce projet devra durer 4 ans et vise l'amélioration de l'écosystème du marché hors réseau, l'appui financier intermédiaire aux fournisseurs de services financiers pour électrifier les ménages, les entreprises et les institutions publiques. Le projet est financé totalement par la Banque mondiale pour un montant de l'équivalent de 200 millions de dollars. Mais le projet va concerner en dehors de 15 pays de la CEDEAO, 4 autres pays qui sont la Mauritanie, le Tchad, le Cameroun et la Centrafrique. Ce qu'il va falloir évaluer le potentiel du marché. C'est-à-dire que stratifier au niveau de chaque ménage, les différents ménages, quel est leur niveau de consommation en énergie, quel est leur pouvoir d'achat à pouvoir faire face aux questions énergétiques. C'est ce travail-là que nous allons faire, et une fois que nous aurons fini ce market assessment, comme nous on l'appelle, nous allons pouvoir impliquer le privé pour que le privé puisse fournir les services d'énergie électrique aux populations. À cette première rencontre, les acteurs impliqués vont examiner les sujets liés au développement de l'accès durable à l'électricité dans l'espace CEDEAO. Le représentant du ministre des Mines et de l'Énergie a appelé les partenaires à œuvrer de concert pour faciliter l'accès à tous à une énergie de qualité en quantité suffisante et durable. Ce sujet récurrent et préoccupant à présent, la question de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes en Afrique. Le sujet est d'ailleurs au cœur d'une rencontre internationale à Lomé depuis ce matin. Elle porte sur l'entrepreneuriat comme moteur de croissance dans l'espace UEMOA. Des jeunes entrepreneurs venus d'Afrique et d'Europe réfléchissent ensemble sur les mécanismes à mettre en place pour répondre efficacement à cette préoccupation permanente. Des précisions avec Pierre Soussoupo. Ils sont venus par centaines, ils n'ont pas voulu rater l'occasion. Des jeunes de divers horizons, la plupart entrepreneurs et porteurs de projets, ont répondu présents à cette conférence internationale sur le MOA, entrepreneuriat et la croissance. À Lomé, ils se mettront dans la peau des experts pour jouer le rôle qui est le leur dans la dynamique de l'émergence de l'espace UEMOA. Cet espace qu'ils veulent attractif pour les investisseurs. L'idée, c'est ensemble de réfléchir aux problèmes du monde de l'entrepreneuriat, pour comment faire pour que la croissance économique soit plus inclusive, donc qu'elle profite plus aux entrepreneurs, et donc d'ensemble de tirer des conclusions, de faire des recommandations que nous allons proposer aux organisations internationales qui nous soutiennent. Je pense notamment à l'Agence française de développement, mais aussi au pouvoir public
aux autorités togolaises, puisque le Togo est le laboratoire de nos réflexions. Donc c'est un rendez-vous du donner, du recevoir, c'est un partage, c'est une synthèse des différentes leçons d'expérience. Donc nous attendons d'eux qu'ils nous disent concrètement ce qu'ils pensent qu'ils doivent, que les solutions doivent être, parce que c'est eux les experts. Il n'y a pas d'autres experts en dehors d'eux, parce que c'est eux qui vivent dans leur chair au quotidien tous les problèmes auxquels est confronté le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est un rendez-vous à l'initiative de l'Émergence Capitale, le Club 2030 Afrique et de Young Leaders de la Fondation Afri-France. Des organisations de jeunes qui prennent à bras le corps l'épineuse question de la création d'emplois et de richesses. Du haut du présidium, la détermination reste affichée. Notre objectif est de dire qu'en 2030, si nos pays africains doivent être émergents, il faudrait que les politiques publiques de base soient mises en place. Il ne faudrait plus qu'un enfant qui soit né au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Maroc, qui soit né dans une famille pauvre, se pose la question s'il aura droit à l'éducation. En 2030, une femme qui est enceinte sur notre continent ne doit plus se poser la question de savoir dans quelles conditions cet enfant va naître. En 2030, on ne peut pas se demander encore dans des villages si on aura droit à l'eau potable. Enfin, en 2030, en Afrique, on ne peut plus se demander si on pourra manger le matin, le midi et le soir. C'est tout l'art du combat que nous avons à mener. Les finalités que nous visons ensemble pour accompagner cette croissance, en la rendant bien sûr plus inclusive et génératrice d'emplois à travers plusieurs objectifs: renforcer le capital humain, développer des infrastructures structurantes, et ça ne se fera pas, nous le verrons plus tard, sans le secteur privé, soutenir les opérateurs économiques, publics et privés, et bien sûr améliorer l'accès des populations à des services essentiels de qualité. Entreprendre pour promouvoir le développement en Afrique et dans l'espace UEMOA, chose possible, à en croire les panélistes. Ils estiment que les potentiels économiques restent encore à explorer, aussi bien dans le domaine de la santé, de l'éducation, des technologies, de l'énergie et de l'agriculture. C'est donc clair, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est le principal moteur de création d'emplois, particulièrement en Afrique où le chômage et le sous-emploi restent des défis à relever. Et les spécialistes de la question s'accordent donc à dire que l'Afrique regorge de potentialités qu'il urge d'explorer, et ce qui sans doute va accélérer l'émergence du continent. L'entrepreneuriat des jeunes et la croissance, c'est un dossier signé Nathalie Banégué. De 2,2% en 2016 à 3,4% en 2017 et 4,3% en 2018, la croissance économique se fait remarquer en Afrique. Et si ce continent va compter 2 milliards de personnes en 2050, avec déjà 29 millions de jeunes qui entreront chaque année sur le marché de l'emploi d'ici à 2030, le plus grand défi pour l'Afrique reste la création de l'emploi. Il faut alors miser sur le secteur privé, en clair, l'entrepreneuriat en tant que principal moteur de création d'emplois et donc de la croissance économique. La croissance économique doit être assez forte pour créer une certaine croissance inclusive et pour que la distribution des richesses se passe de façon égale. Mais il ne faut pas oublier aussi que si l'entreprise arrive à prendre toute sa place, d'accord, et si l'entreprise arrive à créer elle-même de la richesse, elle ne va pas, effet de ricochet, nourrir toutes les couches de la population. Vous avez une famille dans laquelle la plupart des gens travaillent, cette famille pourra nourrir par effet de ricochet tous ceux qui sont dans son écosystème. Donc c'est pour ça que nous mettons vraiment l'accent sur l'entreprise pour la création de richesses et de valeur. C'est la valeur clé. Environ 95% des étudiants africains optent pour les sciences sociales, les affaires ou le droit. 2% sont dans l'agriculture, bien que celle-ci contribue à 32% au PIB, et 4% étudient en ingénierie et autres domaines. Du coup, le secteur des sciences et technologies se trouve être le parent pauvre des investissements. Il faut vraiment développer une diversité de connaissances en Afrique, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que par exemple, on n'a pas assez investi dans la science et technologie. Donc en Afrique, par exemple, on a 22% des jeunes diplômés qui sont diplômés en sciences, technologies, ingénierie, maths, etc. Alors qu'en Chine, c'est par exemple 40%. Donc là-dessus, il faut qu'on investisse davantage
et attirer les jeunes dans ces cursus-là pour justement développer un savoir-faire africain en matière de recherche et développement. Donc là, c'est sûr qu'on a des efforts à faire là-dessus, mais aussi tout ce qui est formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 500 000 à 1 million de jeunes africains qui entrent dans le marché d'emploi. Et il faut absolument qu'on leur dote avec des compétences qui correspondent aux besoins du marché dans le secteur privé. Quel mécanisme alors pour attirer davantage d'investissements en Afrique? Il faut absolument une stabilité politique, économique, pour attirer des investissements et pour créer ce marché en fait finalement. Parce que l'emploi des jeunes dépend des bonnes gouvernances, dépend de bonnes politiques, dépend des investissements qui viennent de l'étranger. Donc il faut absolument qu'on améliore nos systèmes de gouvernance, qu'on facilite ease of doing business, c'est-à-dire les entreprises, les PMO, il faut qu'on leur facilite la tâche pour qu'ils puissent investir plus et arriver à terme à atteindre leurs objectifs. Il n'y a pas de doute, le potentiel est là, la créativité est là, la jeunesse africaine a une créativité énorme, donc il faut investir davantage parce que la jeunesse elle est prête à tout faire. Maintenant il faut leur donner la chance et investir en... Une bonne pratique entrepreneuriale règle plusieurs problèmes tels que le chômage et le sous-emploi des jeunes. Malheureusement, seulement 22% des actifs en Afrique sont en train de créer de l'emploi. Il urge alors de donner à l'entrepreneuriat sa place dans l'émergence du continent. Et parlant d'investissement, sachez que la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA aura bientôt un nouveau siège à Lomé. Le site devant abriter le futur édifice a été dévoilé ce jeudi dans le quartier de la cité Ouya. Un bâtiment flambant neuf qui renforcera la mission de la Chambre, celle de renforcer le dialogue avec les opérateurs économiques des pays membres. Sergine Raimondo, Arnaud Kili. C'est un bâtiment à 5 niveaux en forme circulaire qui sera érigé à Lomé et qui abritera le siège de la Chambre consulaire régionale et des bureaux de la représentation de la commission de l'UEMOA. Financé par l'UEMOA à hauteur de 9 milliards de francs CFA, ce joyau permettra aux chambres consulaires régionales de mutualiser leurs efforts en faveur du développement des États membres. C'est une belle architecture, c'est en forme du cercle. Et ça fait R+4. Il a une terrasse en haut qui fait le 5e étage. Nous devons rester dans les délais de 30 mois parce que c'est un financement de l'UEMOA. Donc on n'aura pas le problème financier. Ce qui veut dire que les travaux doivent aller très vite et rapide. Cette maison des entreprises reste le symbole de la convergence des énergies déployées et de la capitalisation des acquis pour soutenir le secteur privé dans la création des richesses et de l'emploi. La maison des entreprises de l'espace communautaire se trouverait au Togo et au Togo, un pays très dynamique en matière de commerce, en matière d'entrepreneuriat. Donc ce n'est que justice. Il faut d'abord commencer à saluer le gouvernement togolais et son président d'avoir mis à la disposition gratuitement ce siège, cette parcelle d'1 hectare, donc ce qui vous donne à peu près 10 000 mètres carrés à bâtir, et saluer la clairvoyance justement de ce gouvernement dans le processus, c'est-à-dire comment introduire le secteur privé dans le processus d'intégration. Donc c'est un soutien très fort que le gouvernement togolais et son président nous démontrent et démontrent à tout l'espace UEMOA. Le Togo, à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, s'est réjoui de l'implantation du siège à Lomé. Son président Germain Memba a indiqué que c'est une opportunité pour les entreprises togolaises de faire la promotion de leurs affaires en vue de contribuer efficacement à l'émergence du Togo. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ce sujet. L'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, et les acteurs des BTP sont en formation dans le cadre de la mission d'évaluation du mécanisme de certification et de classification des entreprises évoluant dans les bâtiments. La rencontre vise à revisiter les textes juridiques et termes de référence afin de mettre à la disposition de ces acteurs un outil à même de leur faciliter la tâche. Des précisions avec Serge Tastom et Augustin Kossi.
Souvent, les entreprises nationales qui postulent aux appels d'offres internationaux sont confrontées aux difficultés liées à l'accès aux appels et à l'exécution des marchés dans les délais contractuels, ce qui est dû pour la plupart des cas à l'absence d'un cadre juridique harmonisé. Les acteurs de la commande publique ici présents vont questionner les différentes directives de l'UEMOA relatives à la passation, à l'exécution des marchés publics afin de réglementer le domaine. Il y avait des tests qui existaient. Il y a quelques incompatibilités dans ces tests. Il faut qu'on arrive à les relever et à les amender pour que les entreprises qui vont soumissionner à des appels d'offres soient véritablement en mesure d'exécuter ces marchés. Il s'agit essentiellement de faire un diagnostic du cadre institutionnel, du système d'agrément et de classification des entreprises qui évoluent dans le secteur des bâtiments et des travaux publics. La transposition des directives numéro 4 et numéro 5 de l'UEMOA qui concernent les marchés publics devrait nous conduire à l'adoption d'un texte sur la classification et la certification des entreprises. Lorsque elles soumissionnent au niveau des autres États membres de l'UEMOA, ce document leur est demandé grâce à l'appui de la Banque africaine de développement à travers le projet PAMOSI. Nous avons pu recruter des experts. Il est attendu au terme des travaux des recommandations et suggestions qui vont permettre aux différents acteurs d'améliorer le cadre juridique et institutionnel de certification des entreprises des bâtiments et travaux publics. Sachez aussi que les résultats de l'analyse sectorielle pour une meilleure connaissance du marché du travail dans 6 villes du Togo ont été présentés ce jour. Une idée de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE qui veut mettre à jour les activités porteuses et les opportunités d'emploi pour les jeunes dans les 6 villes cibles. Tabitha Akakpo, Carmen Madjé Akakpo nous en disent plus. Au Togo, le taux de chômage et de sous-emploi cumulé est de 28,3% selon les résultats de l'enquête Cube réalisée en 2015. Ceci constitue l'une des préoccupations majeures du gouvernement qui a donc mis en place des stratégies pour créer de l'emploi, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et partant accélérer la croissance. Une étude sectorielle a été justement réalisée dans 6 villes du pays, Sokode Kara, Dapaon, Palimé et Atakpamé pour mieux connaître les activités économiques qui y sont exercées afin d'identifier les opportunités d'emploi pour les jeunes. Les résultats sont ici présentés aux acteurs. Nous savons aujourd'hui quelles sont les activités qui vont marcher et les métiers. Donc un maire, un préfet et toute autorité locale ou nationale aura à disposition les informations nécessaires. Nous passerons à une autre étape où il s'agit de mettre sur les tablettes et les téléphones pour que les jeunes puissent cliquer simplement, par un seul clic, savoir les emplois disponibles à Dapaon sur tel ou tel métier. Celui qui est à Lomé, qui n'a pas d'emploi, peut se déplacer. Nous le conseillerons, nous l'encadrerons pour trouver l'emploi là où il faut. Nous sommes en train de mettre à la disposition du pays un nouvel outil qu'on appelle l'information sur le marché du travail, IMT. Ce projet a été soutenu par la coopération allemande à travers son programme de formation professionnelle et emploi des jeunes Profopej. Un de nos mandats, c'est d'améliorer les services en orientation professionnelle avec l'ANPE ici à Lomé, ainsi que dans les antennes dans les villes partenaires. Nous coopérons avec les antennes de l'ANPE là-bas pour les assister à améliorer les services. Des recommandations ont été faites aux acteurs à l'issue de la rencontre en vue d'améliorer la dynamique économique urbaine au Togo. Allons maintenant à la découverte de Boule de Neige. C'est le nom d'une campagne de renforcement de la qualité des services de lutte contre le VIH-Sida le long du corridor Abidjan-Lagos. Une initiative qui rentre dans le cadre de la célébration de la journée de lutte contre le sida le 1er décembre dernier. Sergine Raimondo, Carmen Madjé Akakpo. Le Togo renforce la lutte contre le VIH-Sida. Pendant 2 semaines, les populations clés et vulnérables le long du corridor Abidjan-Lagos vont bénéficier des meilleurs services en rapport avec le VIH-Sida. Et c'est grâce au projet dénommé Boule de Neige de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos.
Ce projet compte à toucher à terme 300 hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et 1500 professionnels de sexe à travers des dépistages du VIH-Sida, des distributions de préservatifs et lubrifiants, entre autres. La campagne Boule de Neige, c'est une campagne qui consiste à dépister les populations clés le long du corridor Abidjan-Lagos, notamment dans sa portion togolaise. Du long du corridor, nous avons les centres de santé, donc leurs personnels sont mobilisés pour offrir ces services à ces populations. La campagne Boule de Neige vient compléter les efforts des programmes nationaux dans la lutte contre le sida. Les populations clés, en majorité, n'ont pas accès aux services que nous développons dans le pays. La discrimination, la stigmatisation sont des éléments de fléau qui font que les gens n'ont pas accès, du moins aux différents services qu'on développe. Alors la campagne nous permettra de toucher le maximum de populations clés. Au cours de la campagne, plus de 700 cas de VIH-Sida parmi les professionnels de sexe seront diagnostiqués et traités. Le projet a reçu l'appui financier de l'État américain à travers l'USAID. Et direction maintenant la 14e foire internationale de Lomé, où l'administration de la zone franche est présente avec quelques-unes de ses entreprises agréées. Et durant toute cette foire, elle offre la possibilité à ces entreprises justement de venir exposer leurs produits dans son stand, ceci pour leur assurer une certaine visibilité durant ce rendez-vous commercial. Des précisions avec Clarisse Aticlé. 4 entreprises au Togo sont agréées au statut de la zone franche. Leurs secteurs d'activité sont très diversifiés et vont de l'agro-industrie aux industries énergétiques en passant par la cosmétique et les plastiques. La société d'administration de la zone franche, SAZOF, met tout en œuvre pour les rendre plus attractives. Ainsi, à la 14e foire internationale de Lomé, la SAZOF offre l'opportunité à ces entreprises agréées de rendre visibles leurs produits à son stand. Oris Energies se prête à l'exercice. Nos produits, en l'occurrence, au Togo, c'est les huiles à moteur. Donc, on a plusieurs gammes d'huiles à moteur. On a les huiles industrielles et les huiles pour les véhicules. J'attire aussi l'attention sur ce produit qui est Super Zemsa. Super Zemsa a été conçu spécialement pour les émidiens. Vous savez qu'ils utilisent les motos à longueur de journée. Donc, pour que les motos résistent dans la durée, on a sorti ce produit. Ça s'appelle Super Zemsa. Depuis bientôt 30 ans, la SAZOF s'évertue à stimuler le développement des activités de transformation pour l'exportation en garantissant aux entreprises agréées les meilleures conditions de compétitivité pour ainsi promouvoir le commerce extérieur. Faisons défiler les entreprises chaque année pour qu'elles exposent d'abord leur savoir-faire, qui est un savoir-faire industriel togolais reconnu, exporté dans la sous-région. Alors si nous n'exposons pas, vous ne saurez pas ce que nous produisons. Et là, en exemple, aujourd'hui, vous avez la société Oris qui expose. Vous en avez qui sont déjà passés, il y en a qui passeront encore. Donc nous voulons participer à la dynamique économique togolaise, dire en quoi la SAZOF, les entreprises de la zone franche, qu'est-ce qu'elles donnent comme contribution, qu'est-ce qu'elles apportent comme contribution à l'économie togolaise, faire en sorte qu'il y ait des contrats, puisque la foire fait venir aussi des entreprises étrangères, que ces sociétés-là puissent avoir l'occasion d'avoir des contrats de partenariat entre celles de la zone franche et celles qui souhaiteraient éventuellement exporter nos produits à l'étranger. La SAZOF offre en effet un cadre favorable aux entreprises exportatrices qui utilisent la main-d'œuvre locale. 14 000 emplois directs générés, une masse salariale de plus de 12 milliards de francs CFA et un chiffre d'affaires global de 257 milliards de francs CFA. Telle est la performance de la zone franche pour l'année 2016. Elle reste ouverte à des échanges dans son stand à la 14e foire internationale de Lomé au pavillon Oti. Et la sécurité numérique était également au cœur des échanges entre les professionnels du domaine et les opérateurs économiques présents sur le site de la foire de Lomé. Les avantages du numérique dans l'entrepreneuriat agricole étaient également exposés aux producteurs par l'Institut de conseil d'appui technique ICAT en collaboration avec la GIZ. Voyons cela avec Luc Assis.
L'émergence des technologies de l'information et de la communication TIC a contribué à accélérer le travail dans les entreprises et d'une manière efficace. Cette TIC accompagne donc les entreprises dans leur transformation stratégique, dans l'organisation du travail, les formes de management, la concertation et la négociation. Et pour permettre aux producteurs d'inscrire l'entrepreneuriat agricole dans cette ère numérique au Togo, l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT, en collaboration avec la GIZ, les forme ici sur le site de la 14e foire internationale de Lomé. À travers par exemple la téléphonie mobile, à travers l'internet, à travers les applications d'Android et à travers tout cela, eh bien l'entrepreneur a un accès rapide à l'information. L'accès au marché est rapide. Alors tout entrepreneur peut positionner son produit sur le réseau et tout client peut apprécier les qualités de ses produits et rapidement, s'il a le besoin de l'acquérir, peut contacter l'entrepreneur à travers ses moyens de communication. Ces producteurs pourront se constituer en coopérative afin de faire de l'exploitation agricole une entreprise au Togo. L'utilisation des TIC expose aussi les internautes au piratage de données, aux arnaques et aux abus. D'où la nécessité pour eux de s'informer sur ces risques. Il y a des programmes aujourd'hui qui existent et qui permettent par exemple de prendre contrôle de la caméra d'un téléphone sans que l'utilisateur ou bien le propriétaire du téléphone ne s'en aperçoive. On peut enregistrer sa vidéo peut-être quand il est dans une intimité ou bien enregistrer sa conversation par le biais de son microphone. Il suffit juste qu'il y ait la batterie dans le téléphone et puis on y a accès. Même si le téléphone est éteint, il y a une fonctionnalité dans WhatsApp qui s'appelle WhatsApp Web. Je peux utiliser 2 téléphones WhatsApp Web, synchroniser 2 téléphones WhatsApp Web et quand l'une des parties est ailleurs, je peux toujours continuer à monitorer ou bien à superviser les échanges de messages que cette personne a avec ses interlocuteurs à partir d'un navigateur web sur un second téléphone WhatsApp. Quand on forme les utilisateurs, quelquefois certains utilisateurs pensent que quand on veut mettre des mesures de sécurisation, c'est pour protéger l'entreprise seulement. Non, en fait, c'est avant tout pour protéger les utilisateurs. Par exemple, aujourd'hui, si vous n'avez pas pris des mesures adéquates pour protéger votre ordinateur, mais il peut avoir un système, par exemple, pour capter toutes les informations que vous tapez. On peut filmer, on peut enregistrer votre voix, on peut enregistrer la vidéo. Le numérique se révèle être un outil très important dans le développement socio-économique d'un pays. Et les producteurs agricoles devraient profiter au maximum de ces avantages pour faire prospérer leurs activités. Mais ils devraient être aussi très prudents dans son utilisation pour ne pas se faire arnaquer ou pirater. Le ministre de l'Économie et des Finances porte à la connaissance des candidats originaires des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le recrutement d'un comptable à la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, SICARE. Les attributions, le profil, les conditions de candidature et les modalités de recrutement sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Mais il est à noter que les candidatures féminines sont fortement encouragées et le dossier transmis par email ou par fax est également recevable. Le monde entier est toujours sous le choc après la reconnaissance américaine de Jérusalem comme la capitale d'Israël. Une décision de Donald Trump qui vient ainsi anéantir des années de négociations entre Israël et la Palestine. Le Hamas, de son côté, appelle à une nouvelle intifada contre cette initiative potentiellement explosive. Augustin Kossi. Pas une surprise, c'était une des grandes promesses de sa campagne présidentielle. Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Une décision qui marque ainsi une rupture avec des décennies de diplomatie américaine et internationale. Elle sera symbolisée par le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers la ville sainte. Une nouvelle approche donc de la Maison-Blanche du conflit israélo-palestinien après plus de 2 décennies de dérogation à la loi américaine de 1995 imposant le déplacement de la représentation américaine en Israël à Jérusalem. Cette annonce a suscité une vague d'indignation et de manifestations qui pourraient, selon les dirigeants étrangers,
déstabiliser une région qui est déjà fragile. Conscient de la menace à la paix que représente cette déclaration au Moyen-Orient, Trump appelle au calme, à la retenue et à la tolérance. Il craignait un regret de tension, de violence notamment contre les intérêts et les ressortissants américains de la région. Sur le terrain, les réactions ne se font pas attendre. Les Palestiniens expriment leur colère près de Ramallah et de Cisjordanie alors que le Hamas appelle à une nouvelle intifada. L'ONU, la France, l'Europe, tout comme les alliés des États-Unis dans la région, dénoncent une décision unilatérale contraire au droit international. Et donc, un grand pas en arrière dans les efforts en cours pour faire progresser le processus de paix dans la région. Un geste qui risque de déplacer le conflit israélo-palestinien vers un conflit israélo-arabe. Retour en page nationale avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2017, aux environs de 20 h, il s'est produit sur la route nationale numéro 5 un incident regrettable à la suite de laquelle 2 personnes ont trouvé la mort des suites de leurs blessures. En effet, une voiture de marque Toyota type T100 immatriculée TG 9919-AD affectée au transport de marchandises circulant sur ce axe routier dans le sens Calimé-Lomé et roulant à vive allure a refusé d'obtempérer aux injonctions de s'arrêter des éléments de force de sécurité préposés au poste de contrôle mixte érigé à Tové, canton d'Avetonou, préfecture d'Agou, dans le cadre de la lutte contre les braquages sur certaines routes du pays. C'est alors que les 2 gendarmes en service aux 10 postes se sont mis à sa poursuite lorsque subitement le conducteur du véhicule change de direction pour emprunter le tronçon Avetonou-Wanugba, sur lequel il s'arrête quelques centaines de mètres plus loin. En dépit des nouvelles injonctions des membres demandant au chauffeur de descendre, celui-ci fait marche arrière puis fonce sur l'un d'entre eux. Ce dernier, après avoir réussi à s'esquiver, tire sur le véhicule en vue de l'immobiliser. Malheureusement, les nommés Ali Fotier et Senam, âgés de 32 ans, et Dakou Senam Bill, âgé de 33 ans, qui se trouvaient à bord de ce véhicule, sont atteints grièvement et blessés. Évacués à l'hôpital d'Agou, ils succomberont plus tard des suites de leurs blessures. La fouille du véhicule et des lieux a permis de découvrir 2 sacs d'écoliers contenant divers objets compromettants, notamment un pistolet de fabrication artisanale, 2 kg de cannabis, des numéraires estimés à 3 190 000 francs CFA et autres. Suite à cet incident malheureux, une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. En outre, les 2 gendarmes font l'objet de punitions par mesure conservatoire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Toutefois, il invite en ces périodes de fin d'année où les actes de criminalité sont souvent récurrents et surtout à la faveur de la situation sécuritaire instable et précaire qui prévaut dans notre sous-région, toute la population et plus particulièrement les usagers de la route au respect scrupuleux des mesures de sécurité mises en place pour garantir la paix et la sécurité dans notre pays. Et nous ouvrons maintenant la page des sports, la première page des sports de ce mois de décembre avec notre ami des jeudis, Claude Amar. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, l'étoile filante célèbre ses 85 ans d'existence et pour commémorer l'événement, le club a livré hier un match amical international contre la sélection locale des Diables Rouges du Congo. C'était au stade de la JCA d'Aguanivé et ce sont les visiteurs qui se sont imposés par 2-1. Le résumé de la rencontre et le programme des activités de l'anniversaire avec Jean Kofi et Didi. Cueilli à froid dès la 4e minute de jeu, l'étoile filante devait réagir promptement, revenir au score pour le plaisir de son public. Ce que les Bleus de la capitale ont essayé de réaliser. L'attente aura duré car l'adversaire physiquement et techniquement au point dans tous les compartiments ne voulait rien lâcher.
Les Diables Rouges dominaient à outrance, mais la montée des Bleus à la 36e minute leur a échappé et l'Étoile a égalisé grâce à Agobada Yannick. Les Bleus espéraient corser l'addition, mais ce sont les Diables Rouges qui sont revenus à la charge 2 minutes après pour porter le marquoir à 2-1. Un score qui restera inchangé jusqu'à la fin de la partie, au grand bonheur des Diables Rouges locaux en plein préparatif pour le CHAN 2018. On a fait un premier match au Bénin, il nous fallait un deuxième pour essayer un peu de voir le niveau de tout le monde. Donc là, on a presque fait tourner toute l'équipe, ce qui nous permet de voir ce qu'il y a à améliorer et ce qu'on peut garder et ce qu'il faut corriger. Cette rencontre est également bénéfique pour le club togolais évoluant en 2e division. We have problem with scoring, you understand? Nous avions des difficultés dans le championnat à marquer des buts. Nous n'encaissons pas, mais nous ne marquons pas non plus. Mais aujourd'hui, nous avons joué contre une sélection nationale et bon, dans les efforts, vous avez vu, nous avions pu marquer un but. Ça prouve que quand nous allons retourner à l'entraînement, réviser les choses, ça veut dire que dans les prochains matchs du championnat, nous allons pouvoir marquer des buts. En fait, c'est l'avantage que nous tirons de ce match. To be able to attack in our matches and be able to score in our matches. Nous sommes là. Si nous devons dépenser tous nos deniers, nous le ferons pour que l'Étoile finale monte en première division. Et être champion en première division. Au lendemain de ce match, les dirigeants de l'Étoile filante étaient face à la presse où ils ont déroulé le chronogramme des activités qui marqueront les 85 ans d'existence du club. La commémoration va durer 12 mois. Donc il y aura plusieurs événements forts, comme l'organisation du match qui a eu lieu hier. La fin, ça va se terminer par un match contre le TP Mazembe et également des expositions photos, expositions des trophées de l'Étoile filante, un dîner de gala, plus maintenant un documentaire qui sera fait sur l'Étoile filante, sur les gloires de l'Étoile filante, sur l'histoire de l'Étoile filante et sur les légendes de l'Étoile filante. Donc Dr Kaolo, Tommy Sylvestre, Agassa Kossi, Boubadia Touré, il y a tellement eu de légendes dans l'Étoile filante. L'historique du club, les acquis, les ambitions et les perspectives ont également été présentées lors de cette rencontre avec les médias. Éclaudé de 5 pour l'attaquant portugais du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, qui a remporté ce soir à Paris son 5e ballon d'or. Le Portugais qui a notamment porté le Real de Madrid à sa 12e victoire en Ligue des Champions est donc couronné pour la 5e fois après 2008, 2013, 2014 et 2016. Il égale l'Argentin Lionel Messi du FC Barcelone. Ballon d'or, son 5e ballon d'or illégal à Lionel Messi, Cristiano Ronaldo qui a gagné cette saison la Liga et la Ligue des Champions. Bien sûr, je suis heureux, c'est un grand moment de ma carrière, je suis content, c'est quelque chose que je souhaite recevoir tous les ans, toutes les saisons, donc l'année dernière on a fait une saison merveilleuse. Anita, ainsi se referme la page des sports d'aujourd'hui. Samedi, Alfred Kolani et ses invités seront au rendez-vous de Direct Foot. Merci Claude et nous nous retrouverons jeudi prochain. À propos de la nutrition pour la bonne santé sexuelle de la femme, c'est le thème de l'émission Jeudi Femmes de ce soir. Une émission donc à suivre en direct à partir de 21h avec Lys Diamien et ses invités. Et à 22h30, Adolphe Paca vous retrouve pour la dernière édition du journal. Mais d'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir. Maintenant, il peut...